Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter le projet Pascal. Et j'en profite pour remercier les organisateurs pour ce bel événement et d'avoir pensé à moi pour cette keynote. Donc Pascal est directement issu de l'université Paris-Saclay avec 7 chercheurs impliqués, dont Alain Aspect, le gourou du quantique en France et même au-delà au niveau mondial. Donc, moi, je m'appelle Georges-Olivier Raymond, je suis cofondateur et président de la société. Alors vous le savez peut-être aujourd'hui, mais les moyens de calcul classiques atteignent leurs limites. Ils les atteignent aussi bien au niveau des performances que de leur consommation électrique. On estime aujourd'hui que l'industrie du numérique produit autant de gaz à effet de serre que l'ensemble du trafic aérien. Et pourtant, il reste des défis à relever. Ce ne sont pas les processeurs classiques qui vont permettre de trouver les médicaments du futur pour combattre les prochaines pandémies, ou bien développer les matériaux du futur, là aussi pour combattre le réchauffement climatique. Et les processeurs quantiques sont les parfaits outils pour y arriver. Et aujourd'hui, on assiste à une compétition féroce pour développer le premier ordinateur quantique à usage industriel. Ce sont des outils qui sont extrêmement sensibles, extrêmement difficiles à mettre au point, et c'est là tout l'enjeu d'être parmi les premiers à proposer cette solution-là. Et à Pascal, on a justement une solution unique qui permet de relever ce défi. On travaille déjà avec plus de 100 qubits, soit 2 fois le compte des meilleures puces de Google ou d'IBM. Donc voici le type de processeur que nous sommes en train de construire. Donc ce sont des processeurs qui sont flexibles, multi-usages et qui opèrent dans la gamme des 100 à 1000 qubits. Alors ces qubits, ce sont les particules élémentaires qui exhibent un comportement quantique et sur lequel on va venir stocker l'information. Et en gros, pour faire simple, plus il y en a, plus votre processeur est performant. Et ce chiffre de 1000, il n'est pas anodin, c'est le seuil à partir duquel on estime, alors après je vais être prudent, que l'on pourrait atteindre un avantage quantique. Donc un avantage quantique, ça serait un avantage pour un industriel d'utiliser nos moyens de calcul par rapport à un moyen classique. Alors ces avantages, ils peuvent être divers. Ça peut être un temps de calcul plus rapide, ça peut être un coût moindre pour le calcul, ça peut être une meilleure précision, et ça peut aussi être consommer moins d'énergie, puisque ces processeurs consomment extrêmement peu d'énergie. Et bien sûr, ça peut être les 4 ensemble. Et nous sommes en train de développer ces premières machines-là, donc qui vont venir avec une chaîne logicielle complète, prêt à être opérée, donc soit via une offre sur le cloud en service, ou alors directement dans les centres de calcul. Alors, le calcul quantique, c'est une technologie qui aujourd'hui est en train d'émerger, qui est encore nouvelle, et on ne peut pas encore poser une machine et dire à quelqu'un, un utilisateur, ben voilà, vous avez le processeur, vous pouvez programmer, il n'y a plus qu'à. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un accompagnement complet du début du problème jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on va proposer, nous, grâce à l'écosystème qu'on a pu mettre en place autour de nous. Donc, au cœur de cet écosystème, bien sûr, il va y avoir les utilisateurs. Donc, le premier d'entre eux a été EDF. D'ailleurs, je les remercie pour la belle introduction qui a été faite. Donc, les utilisateurs qui vont amener les cas d'usage. On va avoir besoin aussi de tout un environnement académique, de recherche, pour développer des nouvelles briques technologiques. Aussi des partenaires software qui vont venir développer les applications, développer des algorithmes. Tout ça, ça va venir aussi s'appuyer, bien sûr, sur les processeurs qu'on va pouvoir fournir. Et enfin, il faut aussi avoir les partenaires classiques, parce que le calcul quantique, il sera hybride. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le processeur quantique, il va venir accélérer les moyens de calcul classiques, un petit peu comme font aujourd'hui les processeurs graphiques. Et pour cela, on s'est allié avec les plus grands centres de calcul européens, notamment le GNC et aussi Jülich en Allemagne. Donc si vous venez travailler avec nous, vous aurez accès à tout cet écosystème pour vous accompagner tout au long de votre expérience. Donc notre offre s'articule autour de deux canaux de distribution de la puissance de calcul. Le premier étant un accès sur le cloud. Nous sommes en train de construire les machines qui seront mises en service début d'année prochaine pour ce service-là. Les machines seront aussi accessibles directement sur site, dans les centres de calcul européens, donc je vous l'ai dit, en Allemagne ou en France. Et l'installation est prévue en début 2023.
Et actuellement, on a déjà un prototype qui est en cours d'opération à Pascal, chez nous, qui permet un usage, je dirais, un petit peu en mode premium pour les premiers utilisateurs. Et enfin, on a aussi une équipe de développement qui va venir vous accompagner tout au long du voyage pour développer avec vous les applications, traiter les problèmes. Et aussi, on n'a pas vocation à tout faire, hein, on a des partenaires pour des développements aussi software spécifiques si nécessaire. Donc, je vais expliquer un peu là, notre démarche de co-design, parce que je trouve qu'elle illustre très bien notre approche. Et vous allez voir, ça permet aussi de très bien présenter le cas d'usage EDF. Donc la première étape, qui est très importante, c'est d'arriver à trouver le problème. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. En fait, il faut arriver à trouver un problème complexe que les processeurs classiques ne savent pas résoudre, mais qu'on estime aussi accessible à la technologie. Donc ça, c'est un peu les deux exigences premières, et ça demande déjà un peu de travail. En fait, ça demande déjà un peu de réflexion. Il va y avoir après une deuxième étape. On va venir développer l'algorithmie spécifiquement pour le problème et le cas d'usage. Et on va venir aussi commencer à évaluer ses performances. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un émulateur. Donc un émulateur, c'est un système classique qui va venir simuler le fonctionnement du processeur quantique. Alors bien sûr, pas au même degré de performance, hein, mais ça permet de réaliser des phases de mise au point et de juger de la performance, de la pertinence de l'algorithme. Et si tous les signaux sont bons, on peut ensuite passer à la phase d'implémentation. Donc vous allez voir, ça sera illustré avec le cas d'usage ultérieur. Alors je vais glisser un mot rapide sur la technologie. Alors je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais plutôt insister sur ce qui nous différencie de la concurrence. Donc le gros point différenciateur, c'est notre capacité à passer à l'échelle, à manipuler beaucoup de ces fameuses particules quantiques, ces fameux qubits. Et pourquoi on y arrive? Parce qu'on a fait le choix d'utiliser des atomes individuels qu'on va venir contrôler par la lumière comme support de cette information. Et ça va amener toute une série d'avantages. Le premier d'entre eux, c'est qu'on n'a pas à les fabriquer. Les atomes, on les prend dans la nature. Par définition, ils sont tous identiques entre eux. Donc, on n'a pas d'erreur de fabrication comme on pourrait en avoir quand on doit graver une puce pour des technos, par exemple, supraconductrices. Deuxième avantage, ces atomes, le système opère à température ambiante. On n'a pas besoin de les refroidir. Si vous avez une puce de supraconducteur, vous allez avoir besoin d'un système extrêmement complexe, un système cryogénique, qui va amener l'ensemble de la puce à des températures qui sont à des fractions de degrés du zéro absolu. Et ça, c'est très difficile à faire, ça coûte cher. Et en plus, plus votre puce est grosse, plus il y a de qubits, plus il faut que votre système de refroidissement soit gros. Nous, on n'a pas ces problèmes-là. Les atomes, ils sont contrôlés par la lumière. Et c'est ça qui explique ce passage à l'échelle. Donc là, très rapidement, vous avez en haut de la droite de l'image des images de ce qu'on appelle des registres quantiques. Bon, ça sera un peu l'analogie d'une puce qu'on fabriquerait. Tous les petits points que vous voyez sur l'image, ça correspond au signal d'un seul qubit. Et ce qui est intéressant de voir sur cette image-là, alors d'une part, c'est le nombre. Hein, vous avez vu qu'on est déjà largement au-delà des centaines. Mais aussi de voir qu'on a un contrôle complet sur la géométrie. On est capable de les organiser aussi bien à 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, et ceci de manière reprogrammable, à volonté, à la volée. Et ça, c'est extrême, ça donne beaucoup de flexibilité après pour les cas d'usage, comme je vais vous le montrer. Alors, j'ai déjà commencé à le dire, nous ne sommes pas qu'une boîte de hardware, nous produisons aussi du logiciel. Donc les processeurs viennent avec l'environnement logiciel complet, depuis l'espace applicatif jusqu'au contrôle des plus fins du processeur. Et récemment, nous avons dévoilé notre environnement de programmation qui s'appelle Pulsar, qui est accessible en mode open source. Donc tout le monde peut y aller, tout le monde peut contribuer pour l'améliorer. Et c'est un système de contrôle qui vous permet de contrôler le processeur à un niveau, ce qu'on appelle des pulses, qui vous donne le contrôle le plus fin que vous pouvez avoir sur les processeurs. Donc j'ai mis tous les liens, vous pouvez y accéder, hein, c'est téléchargeable à volonté. Et pour vous aider à appréhender ces nouvelles technologies-là, il y a des tutoriels, il y a des trainings qui vous expliquent qui vous expliquent cette prise en main. Alors, venons-en aux applications.
Avec ce type de processeur-là, on a deux grandes classes d'applications. La première, on va l'appeler, ce qu'on appelle, c'est la simulation quantique. On va se servir du processeur pour venir simuler le fonctionnement d'un système quantique qu'on n'est pas capable de simuler numériquement par des technologies classiques. Et ça va servir notamment à la découverte scientifique, notamment, alors je pense au domaine des systèmes quantiques à plusieurs corps, qui sont des domaines extrêmement complexes et qu'on n'arrive pas à simuler numériquement à cause de cette complexité. Ça permet d'expliquer les propriétés macroscopiques des matériaux, comment un matériau conduit la chaleur ou l'électricité. Au niveau microscopique, ce sont des phénomènes quantiques qui sont en jeu. Donc si vous voulez les comprendre parfaitement, eh bien, vous avez besoin de les simuler. Il y a aussi des applications en chimie. Et la deuxième grande classe de problèmes qu'on peut traiter, c'est les problèmes calculatoires, comme l'optimisation approximée ou le Quantum Enhanced Machine Learning. Donc là, je vais venir au cas d'usage EDF, donc il y a un cas de smart charging, comme ça a été expliqué. Et vous allez voir, ça va illustrer vraiment l'aspect co-design. Vous allez voir toutes les étapes que j'ai illustrées précédemment. Alors ce problème, quel est-il ? Bon, il a été présenté déjà, mais je vais en remettre une couche. Donc voilà, imaginez, vous avez une flotte de véhicules électriques, mettons 1000 véhicules, et vous avez seulement 50 ou 100 bornes de recharge pour ces véhicules-là. Vous avez des contraintes, vous pouvez charger qu'un seul véhicule à la fois sur une borne. Vous avez aussi des contraintes de priorité. On comprend qu'une voiture de pompier peut avoir une priorité plus grande que la voiture de Madame Tout-le-Monde. Et ce que vous cherchez à faire, c'est de trouver le planning, le planning qui va minimiser le temps de charge de l'ensemble de la flotte de vos véhicules. Et ça, comme ça a été dit, c'est un problème qui est extrêmement complexe, que les moyens classiques ont beaucoup de mal à résoudre. Et accessoirement, si on peut le résoudre, ça faciliterait l'adoption des énergies renouvelables par les automobilistes. Alors comment on le traite ? Il y a eu une première phase de mise en forme du problème. Donc ça, c'est des étapes de mathématiques appliquées, où le problème initial, on l'a transformé en ce qu'on appelle en problème de graphe. J'en montre un en bas de l'image. Et ces problèmes de graphe, après, en cherchant des propriétés géométriques du graphe en question, ces propriétés géométriques vont vous donner la clé de la solution, vont vous donner le planning optimum à la fin. Et après, donc, l'étape d'après, c'est mettre au point l'algorithme qui permet de trouver ces fameuses propriétés géométriques du graphe. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et là, ce que je voulais dire là aussi, c'est que en fait, la position des atomes, souvenez-vous des registres quantiques que je vous ai montrés précédemment, la position des atomes va venir représenter la forme du graphe en question. Et c'est là que c'est très important d'avoir de la flexibilité. Parce qu'évidemment, quand les données vont changer, quand le problème va changer, la forme du graphe, elle va être différente. Donc si vous êtes capable de reprogrammer facilement cette géométrie, vous vous adaptez à tous les problèmes. Vous n'avez pas besoin de reconstruire une puce qui sera dédiée qu'à un seul type de problème. La flexibilité, elle vient ici. Donc, la deuxième étape, ça va être la mise au point d'algorithmes et la partie émulation pour évaluer les performances. Donc là, très rapidement, je présente justement les résultats de cette phase d'émulation. Donc j'ai représenté ce qu'on appelle le ratio d'approximation. Ça vous donne la distance au résultat optimal que vous avez trouvé. Et bien sûr, on essaye d'être le plus proche possible de ce meilleur résultat. Donc en fait, le plus proche possible de 1, le meilleur le résultat. Et vous voyez qu'après quelques étapes d'itération, on y arrive assez rapidement. Donc les résultats ont été, de ce point de vue-là, très encourageants. Vous voyez aussi qu'il y a certains types de graphes qui résistent à l'optimisation. Alors ça s'appelle deux remarques. La première, c'est qu'il y a encore de l'approfondissement à faire pour comprendre ce qui se passe et améliorer l'algorithme. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous comprenez l'intérêt de faire de l'émulation. C'est-à-dire que concrètement, quand on va commencer à implémenter ce cas d'usage sur notre processeur, on ne va pas commencer par les graphes qui sont mal résolus par l'algorithme. Donc la phase d'émulation, ça vous permet d'avoir un peu cette visibilité-là, et elle est très importante. Donc ces résultats ont été soumis à une publication scientifique, ça a été accepté, donc ça va être publié très rapidement. Et comme je vous disais, on a jugé que les résultats étaient encourageants, et donc là on est en train de démarrer la phase d'implémentation sur le processeur. Donc pour finir, j'espère vous avoir convaincu que le calcul quantique, c'est quelque chose qui va arriver peut-être plus vite que ce que vous prévoyez, parce qu'aujourd'hui les technologies sont matures.
Nous, aujourd'hui, à Pascal, on envisage les premiers cas d'usage à usage industriel d'ici quelques années, d'ici 2023-2024, quand on sera autour des 1000 qubits. On a déjà commencé des partenariats avec des partenaires pour développer ces fameux cas d'usage. Parce que si vous voulez être prêt en 2023-2024, quand la révolution commencera, eh bien, c'est bien de commencer à s'approprier ces technologies-là. On a commencé avec EDF, mais on a d'autres partenaires en cours. Aujourd'hui, on vient de débuter une collaboration avec une banque française et on est aussi en discussion avancée avec un constructeur automobile. En termes de timing, donc comme je vous l'ai dit, notre service cloud qui sera disponible début d'année prochaine et des machines directement disponibles dans les centres de calcul sur site début 2023. Merci pour votre attention.